Bachar al-Assad. 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 Tout le monde a déjà entendu ce nom au moins une fois. On le retrouve même dans le rap français. Flo, Al-Assad, Bachar avec le global bien taillé. Je veux pas le pouvoir à Laurent, je veux le contrôler comme Alassane. Bachar al-Assad, né le 11 septembre 1965 à Damas, est le fils d'Anissa Maklouf et de Hafez al-Assad, président de la Syrie entre 1971 et 2000. Il grandit au sein d'une famille alaouite, une minorité religieuse en Syrie qui domine la vie politique du pays grâce au régime instauré par son père. Bachar est le troisième enfant de la fratrie. Contrairement à son frère aîné Bassel, censé succéder à leur père, Bachar mène une vie discrète et s'oriente vers une carrière médicale. Il étudie la médecine à l'université de Damas et part à Londres en 1992 pour terminer sa formation. En 1994, lorsque son frère Bassel meurt dans un accident de voiture, Hafez al-Assad décide de le préparer pour lui succéder. Ce dernier rentre en Syrie et entame une carrière militaire pour renforcer sa légitimité. Il intègre l'académie militaire de Homs, où il gravit rapidement les échelons tout en étant actif dans les cercles politiques du régime. Durant cette période, Bachar se construit une image publique en dirigeant des campagnes contre la corruption et en modernisant certains aspects de l'administration syrienne. Après la mort de son père le 10 juin 2000, Bachar est désigné comme son successeur. Il est rapidement élu secrétaire général du parti Baas, dominant en Syrie, et investi président à l'âge de 34 ans après un référendum organisé en juillet 2000. Son début de mandat laisse entrevoir des réformes, mais celles-ci sont rapidement abandonnées au profit d'un renforcement du régime autoritaire. Son règne est marqué par des crises internes et internationales, notamment la guerre civile syrienne. À son arrivée au pouvoir, Bachar al-Assad donne l'impression d'une ouverture politique et économique avec ce que l'on appelle le printemps de Damas. Une courte période de libéralisation où des intellectuels et opposants discutent de réformes démocratiques. Jacques Chirac accueille Bachar al-Assad pour lui remettre la Légion d'honneur. La remise de la Légion d'honneur à un chef d'État étranger correspond à un usage diplomatique institué par Napoléon lui-même. Dans ce cas, elle accompagne la politique étrangère de la France et illustre l'existence de relations entre les deux pays. Cependant, ces espoirs sont vite déçus. Dès 2001, le régime réprime les mouvements contestataires et renforce son emprise. On retrouve même l'ancien nazi Alois Brunner qui forme les autorités aux techniques de torture. Sur le plan économique, il tente d'introduire une certaine libéralisation en encourageant le secteur privé, mais ces réformes profitent surtout aux élites proches du pouvoir. En politique étrangère, la Syrie reste un acteur clé au Liban jusqu'au retrait forcé de ses troupes en 2005, après l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. La Syrie est alors accusée de jouer un rôle dans cet assassinat, ce qui entraîne son isolement diplomatique. Des efforts diplomatiques sont malgré tout faits. En 2008, Sarkozy invite Bachar al-Assad à assister au défilé du 14 juillet. L'objectif était d'apaiser les tensions entre le Liban et la Syrie, mais cette invitation fait débat. La présence d'un dictateur lors de la fête nationale déplaît au peuple et aux alliés. En 2011 débutent les printemps arabes, un mouvement au Moyen-Orient de révolte contre les dictateurs. Ben Ali, le président tunisien, tombe. Hosni Moubarak, le président égyptien, tombe. Une guerre civile éclate en Libye. Le dirigeant est tué. Au Yémen, le gouvernement ouvre le feu sur la population. Des manifestations éclatent en Syrie pour réclamer des réformes et plus de liberté. À Dera, un groupe d'adolescents tag « Ton tour arrive, docteur ». Cette phrase fait référence à la formation originale de Bachar al-Assad. Le régime enferme les membres du groupe et les torture, ce qui transforme les mouvements en une insurrection armée, puis en une guerre civile. Plusieurs groupes rebelles djihadistes et forces kurdes s'opposent au régime, qui reçoit le soutien de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah libanais. En 2015, l'intervention militaire russe permet à Assad de regagner du terrain et de reprendre les grandes villes comme Alep et Damas. La guerre entraîne une catastrophe humanitaire. Des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et une économie en ruine. Le régime est accusé d'exactions, d'usage d'armes chimiques et de crimes de guerre. Il fait usage de tortures et de bombardements neurotoxiques sur sa propre population. En 14 ans, le bilan humain de la guerre civile est d'environ 530 000 morts et plus de 4 millions de personnes qui fuient le pays. Le dictateur obtient alors le surnom de boucher de Damas. Malgré des sanctions internationales et une Syrie en grande partie détruite, Bachar al-Assad reste au pouvoir.
Grâce au soutien de ses alliés, il a repris le contrôle d'une grande partie du pays, mais l'économie est en crise et le pays est fragmenté, avec des zones sous contrôle turc, kurde et rebelles. Après 13 ans de guerre civile intense dominée par les autorités syriennes, un événement en fin d'année 2024 va rapidement faire basculer les rapports de force. Le 27 novembre de cette même année, une coalition de groupes de l'opposition syrienne dirigée par la Turquie et HTC lance une offensive militaire. Leur but est de s'emparer des grandes villes syriennes et d'enfin renverser la dictature de Bachar al-Assad. Pour rappel, HTC est un groupe rebelle islamiste de la guerre civile syrienne. Étant une ancienne branche d'Al-Qaïda, cette organisation est reconnue comme terroriste par l'ONU. L'armée syrienne est très vite chassée des grandes villes, d'abord Alep, Hama, puis Homs. Pendant leur avancement, les rebelles découvrent des hangars du gouvernement remplis en grande quantité de captagon. Le captagon est une drogue à l'origine médicale. Sa production et son exportation étaient organisées et dirigées par le régime Assad, participant à son enrichissement. Face à l'avancée rapide des rebelles, la protection de la capitale Damas est la priorité des autorités. Malgré cela, les rebelles lancent le 7 décembre une offensive sur la capitale. Ces derniers atteignent rapidement la ville. Ils y entrent sans difficulté dans la nuit du 7 au 8 décembre, alors que le président démissionne et quitte le pays pour fuir en Russie. Ce coup d'État suscite des réactions positives de la part des différents dirigeants, évoquant alors une chance pour la Syrie. For the first time, there is actually the possibility that what might come next could be better than today. For sure, there's the risk that it could be worse, but for the first time, there's more than one possibility. La Syrie est libre, la dictature est renversée, et les rebelles en profitent pour piller et détruire le palais Assad. Ils libèrent aussi les prisonniers détenus depuis des années. Les atrocités commises par le régime Assad y sont découvertes. Des cellules surpeuplées, des femmes et enfants emprisonnés, des centaines de cadavres, ainsi que des instruments de torture. Après 54 ans de dictature et 14 ans de guerre civile, le régime Assad est enfin tombé. Pour la première fois depuis des années, le peuple est dans les rues, non pas pour s'entretuer, mais pour célébrer ce renversement historique. La rébellion syrienne annonce le renversement du gouvernement en direct à la télévision. Par la grâce de Dieu, Damas a été libéré. Le tyran Bachar al-Assad a été renversé et les personnes injustement détenues dans les prisons du régime ont été relâchées. Suite à cela, se met en place un gouvernement de transition, encore au pouvoir aujourd'hui. Ce nouveau régime est présidé par le leader principal de HTC, Ahmed Hussein al-Shara, et Mohamed al-Bashir en tant que Premier ministre. Un nouveau gouvernement sera élu sur un intervalle de 6 à 18 mois à partir de la prise de pouvoir, après qu'une nouvelle constitution soit écrite. L'avenir politique de la Syrie reste encore incertain, mais les promesses tenues par les nouveaux dirigeants sont nombreuses et portent espoir. Sur le plan politique, ils proposent de nouvelles élections pour une unité nationale. Ils garantissent aussi une reconstruction du pays dans la paix, en commençant par le retrait militaire des zones civiles. Ces chefs d'État affichent même une volonté de rétablissement des relations avec les autres pays. Le ministre français des Affaires étrangères s'est par exemple déjà rendu sur place pour évaluer ce que les nouveaux dirigeants feront de la Syrie. Sur le plan économique, un appel a été lancé le 25 décembre, invitant les pays arabes à investir dans ce nouveau régime, dans le but de reconstruire une économie stable. Le renversement de la dictature Assad a provoqué un retour d'énormément de réfugiés syriens, ne craignant alors plus l'ancien régime. Malgré ces événements historiques, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la prudence en vue des antécédents de l'organisation HTC. Le futur de la Syrie ne s'annonce malheureusement pas encore stable. Encore récemment, en mars 2025, des affrontements mortels ont eu lieu entre les partisans de Bachar al-Assad et du nouveau gouvernement. En parallèle, la minorité alaouite a été visée par des membres des forces de sécurité syriennes, faisant 1000 morts civiles en 3 jours. Les responsables ne sont pas encore identifiés. L'ONU condamne ces actions et l'actuel président syrien appelle à la paix ainsi qu'à l'unité nationale.